tous et à toutes, bienvenue sur l'invité. Très heureuse de vous retrouver pour ce numéro d'émission ce dimanche 28 janvier de l'an 2018. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous l'honorable Badirou Aguemon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue donc sur l'invité. Vous êtes professeur d'université, vous êtes honorable député à l'Assemblée nationale, vous êtes vice-président de la commission éducation, affaires sociales et emploi, vous êtes président du COSLEPI. Bienvenue. Merci, madame la journaliste. Et pour conduire l'entretien avec moi, Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nada Diouan, bonjour honorable Badirou Aguemon. Vous êtes parlementaire, vous avez participé au vote de loi portant retrait du droit de grève à certains agents permanents de l'État. La Cour constitutionnelle a rendu récemment une décision qui casse cette loi votée au Parlement et qui vous recommande de plutôt encadrer le droit de grève plutôt que de le retirer. Quel a été votre état d'âme à l'issue après que cette décision ait été rendue publique? Merci, je tiens d'abord à vous remercier et remercier également les téléspectateurs des AE TV. Je voudrais d'abord dire que c'est vrai, la Cour a rendu sa décision, le Parlement a pris acte de la décision, mais je voudrais quand même faire savoir au peuple béninois que tout ce qui se passe, ça ne nous étonne pas, nous, en tant que parlementaires. Parce que vous savez déjà qu'on est conscient que le droit de grève est un droit constitutionnel. Quand bien même que nous savons que ici, quand nous parlons de droit de grève, en réalité c'est un faux droit. C'est un faux droit qui s'exerce aux dépens des personnes non consentantes, c'est-à-dire le peuple. Alors, aujourd'hui, nous avons voulu en fait arrêter un mal, c'est-à-dire l'abus des grèves dans notre pays. Et nous avons essayé donc de faire sortir cette décision pour protéger certains secteurs sensibles, tout en sachant bien sûr que quand bien même ce droit de grève est un droit constitutionnel, il faut dire aussi que la Constitution a tout fait, donc de dire que le droit de grève doit être aussi encadré. Aujourd'hui, la Cour a rendu sa décision. Nous sommes des démocrates. Les décisions de la Cour sont sans recours, comme on l'a dit. Mais si on devait analyser cette décision de la Cour, je peux vous dire que là, je parle en tant que parlementaire, non pas au nom des parlementaires, mais en tant que parlementaire, je peux considérer que pour moi, la Cour n'a pas lu le droit. Mais par contre, la Cour a sorti une décision sage. Parce que si on doit tenir compte des décisions antérieures sur le même sujet, je crois qu'il y a un problème. On est un peu mal à l'aise pour interpréter les décisions antérieures par rapport à la décision, c'est-à-dire la décision de 2002, la décision de 2011 et celle maintenant de 2018, on a du mal à suivre une certaine logique au niveau des sages de notre Cour. Mais toujours est-il que, du fait déjà que cette décision de la Cour est sans recours, nous prenons acte et la Cour nous a demandé, naturellement, donc, de jouer notre partition, c'est-à-dire d'encadrer le droit de grève. Et c'est ce que nous allons faire bientôt. Ce que vous allez faire, c'est d'encadrer le droit de grève comme le recommande la Cour. Mais les grèves se poursuivent malgré cette décision de la Cour. Vous êtes parlementaire, vous êtes également citoyen béninois. Oui, les grèves se poursuivent. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt que ça ne nous étonne pas. Surtout avec les magistrats? Ça ne nous étonne pas, ce qui se passe actuellement. Parce qu'il faut reconnaître que nous avons déjà pris une certaine habitude au Bénin. Les gens ne cherchent pas trop à aller vers le vrai dialogue. On préfère très tôt brandir l'âme de la grève, pensant que c'est ça qui va régler tous les problèmes. Aujourd'hui, ce qui se passe, je dirais même que, quelque part, il y a un peu un mal de patience au niveau des travailleurs. Pas tous les travailleurs, naturellement, donc des centrales syndicales qui se sont tous lancés dans des grèves, profitant peut-être de ce que nous avons fait. Donc de cette loi que nous avons votée sur le statut de la fonction publique, ils ont profité de cela pour rentrer dans la grève de façon générale. Je crois que c'est vrai, il faut interpeller les deux parties, parce que le Parlement est au centre, c'est vrai. Il faut interpeller donc le gouvernement et aussi les centrales syndicales et les inviter bien sûr à la table de dialogue, mais un dialogue franc, un dialogue sincère et un dialogue qui doit prendre en compte les réalités actuelles de notre pays. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que généralement certaines centrales revendiquent des choses, ça, ils sont des jusqu'au-boutistes, alors qu'il faut aussi tenir compte donc, des réalités du pays, de la vie économique du pays. Donc,
j'espère bien que le chef de l'État les a invités pour un dialogue. Ça va avoir lieu incessamment. On va suivre. Et je suis sûr que nous-mêmes, en tant que parlementaires, on va quand même, on n'est pas du reste. On va encore les écouter à nouveau. Avant, pourquoi pas les écouter même avant de voir comment on va encadrer réellement ces grèves-là. Mais il faut nécessairement encadrer les grèves dans notre pays parce qu'il y a trop d'abus. Alors, s'inspirant de cette paralysie de l'administration publique et des revendications qu'effectuent les différents partenaires sociaux, le Front pour le sursaut patriotique a effectué une grande marche un mardi dernier, une marche autour de laquelle il y a eu quand même beaucoup d'événements, peut-être qui paraissent anodins pour les uns ou les autres. Quelle est votre perception de ce fait? Oui, mais le Front pour le sursaut patriotique, dans son rôle, je vous ai dit tout à l'heure que tout ce qui se passe aujourd'hui ne doit pas vous étonner. Parce que le Front pour le sursaut patriotique, quand vous voyez la composante de ce front, vous allez voir qu'il y a des PCB, il y a des nostalgiques des FCBE. Donc, c'est normal que tout ce qui se passe aujourd'hui ne nous étonne pas. Le Front pour le sursaut patriotique, quand vous les voyez même dans la rue, il faut voir quel nombre ils sont. Quel est le nombre qu'ils sont? Si nous, au niveau aujourd'hui de la mouvance parlementaire ou bien la mouvance présidentielle, on devait se mettre dans la rue là, est-ce que c'est ce nombre que nous avons fait? Non, on n'est pas là dans un affront. Le Front joue un rôle d'opposition et pour la vitalité de notre démocratie, nous devons laisser le Front continuer ce qu'il est en train de faire. Peut-être que ça va aussi peut-être réveiller nos gouvernants. Comprenez? Ça peut réveiller aussi donc l'exécutif. Mais toujours est-il que le Front ne dit pas la vérité au peuple. C'est ça qui fait mal. Pourquoi vous pensez que le Front ne dit pas la vérité? Non, le Front ne dit pas la vérité au peuple. Le Front brandit des arguments qui ne tiennent pas la route. Aujourd'hui, regardez tout ce qu'ils portent, ils revendiquent. On est en train de formuler une lutte contre la corruption. Ils se mettent dans la rue pour dire qu'il faut libérer un des leurs. Alors que dans les États démocratiques, les États qui sont en avancée démocratique, des États qui se respectent, même quand vous voulez 1000 francs CFA, ou bien je ne dis même pas quand vous voulez, mais quand vous êtes un responsable qui supervise une administration et qu'au niveau de l'administration, il y a mal donne, on vient vous chercher d'abord parce que vous êtes le premier répondant. Et ce qui se passe aujourd'hui, parce que Laurent Metton est en prison, non, il faut rentrer dans la rue pour vous. Qui a-t-il dit que Laurent Metton est fautif? C'est la justice qui va rendre son verdict pour voir. Pour le moment, il n'est pas coupable de quoi que ce soit. Mais il est interpellé en tant que premier président du conseil d'administration, où on a vu qu'il y a des problèmes à ce niveau. Et le Front rentre dans la rue juste pour montrer qu'on est en train de faire ce que nous appelons donc une lutte sélective. Une lutte sélective, en fait. C'est pas la vérité, il ne faut pas dire la vérité au peuple. Le Front rentre dans la rue, dit qu'aujourd'hui c'est un gouvernement antisocial. Gouvernement autocratique, ils disent également. Non, ils disent que c'est un gouvernement antisocial. Que tout ce qui se fait, c'est des mesures antisociales qu'on mène. Mais nous, on est au Parlement, on a les chiffres en main. On voit ce que le gouvernement peut faire. On voit ce que le gouvernement peut faire. Je ne suis pas là pour défendre le gouvernement parce que le gouvernement a son porte-parole. Mais en tant que parlementaire, ce que moi je vois en tant que parlementaire, où déjà même pour 2017, le gouvernement qui avait prévu 160 milliards pour le social est allé jusqu'à un dépassement de 200 milliards pour le social. On va dire que c'est un gouvernement antisocial. Et pour le budget 2018 que nous avons voté aujourd'hui au Parlement, c'est un budget qui est hautement le budget social. Parce que quand vous voyez tout ce qu'on a mis à l'intérieur, qui nous a permis donc de voter ce budget, il y a pas mal de choses. Il y a des recrutements dans la fonction publique, des recrutements d'agents, plus de 10 000, dans la sécurité, des recrutements au niveau, donc, comment on appelle, au niveau de l'enseignement, pas de plus de 6 000, d'accord? Et il y a des secteurs sur lesquels le gouvernement a mis l'accent. La santé. Le gouvernement a mis l'accent sur ces secteurs-là. Vous avez dit que c'est un gouvernement antisocial. Nous voyons également au niveau donc, des microcrédits aux plus pauvres. Est-ce qu'on a supprimé les microcrédits aux plus pauvres? Non, au contraire, on a renforcé ces microcrédits. Ce programme-là, on l'a renforcé et nous l'avons vu dans le budget. Seulement qu'on ne veut pas faire des microcrédits politiques. C'est tout le problème. On veut pas faire. Même nous-mêmes, en tant que parlementaires, en tant que membres de la mouvance présidentielle, c'est plus possible pour nous aujourd'hui de dire voilà la liste de mes militants, donnez-leur des crédits. C'était plus possible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une dynamique de changement de la mentalité, de la manière de faire les choses. Et c'est ça qui gêne justement. C'est pour ça que je dis que ce front ne dit pas la vérité. Et quand je vois ceux qui animent ce front, moi ça ne m'étonne pas. Parce que je me rappelle encore les années 90. Pourquoi ne pas aller même en arrière, dans les années 85, où le PCB faisait ses actions politiques? C'est le même style. C'est le même style qu'on a cru de voir.
Mais ils doivent comprendre que les données ont changé. Nous ne sommes plus à l'ancien temps. Nous ne sommes plus dans le régime militaro-marxiste-léniniste où ils avaient la possibilité, où tout le monde a fait le combat ensemble. Aujourd'hui, nous sommes dans une période démocratique. La parole est libérée. Et il faut que les gens disent la vérité au peuple. Et surtout, qu'on donne une bonne éducation à nos enfants. Et ça qui me gêne beaucoup, quand moi je reste à la maison, que je regarde les écrans de télévision, que je vois les messages qui véhiculent. Ce n'est pas de bons messages. C'est ce que je voulais dire. Alors, on va revenir un peu au propos d'Azanaï, donc l'ancien ministre du président Talon, qui a démissionné de son gouvernement il y a de cela quelques mois. Il s'est prononcé justement il y a de cela quelques jours, lors d'une cérémonie de présentation de vœux avec son parti. Il a notamment parlé du RAVIP et il a battu un peu en brèche la question du président Talon. Vous avez suivi la sortie de l'ancien ministre Azanaï? Oui. Est-ce que je vais faire des commentaires par rapport au discours de mon frère et ami, candidat Azanaï? Tout le monde connaît le candidat Azanaï, avec sa façon de voir les choses. Aujourd'hui, il a fait l'option de rentrer dans une opposition. Pourquoi les gens sont gênés? Moi, je ne suis pas du tout gêné par ces propos. Pas du tout, je ne suis pas gêné parce que nous parlons de la démocratie, nous parlons dans une démocratie, il doit avoir l'opposition, il doit avoir la mouvance. Mais les résultats, c'est quoi? Quand l'opposition se lève et critique le gouvernement, bon, on prend acte. Mais c'est le peuple qui juge. C'est une stratégie de l'opposition aussi. Il peut dire des choses qui ne sont pas justes, mais c'est une stratégie. Pourquoi les gens veulent condamner Azanaï? Moi, personnellement, je ne le condamne pas Azanaï. C'est un homme qu'on connaît et qui a ce style depuis des années. Et pourquoi les gens sont étonnés? Je suis sûr que le président Patrice Talon connaît très bien le président candidat Azanaï, que ses propos ne doivent pas étonner également notre président, le président Patrice Talon. Je suis sûr, qu'est-ce que nous demandons? C'est la fin qui justifie les moyens. On va attendre pour voir. D'ici 2019, on va voir la fin, les réalités. Si Azanaï, ce qu'il dit, le peuple va juger, bon, que le peuple va encore le porter au Parlement. Dans le cas contraire, on verra la suite. Alors, lors des propos tenus par candidat Azanaï dimanche dernier, lors de la présentation de vœux de son parti politique, il s'est beaucoup focalisé sur le recensement administratif à vocation d'identification de la population. D'abord, il s'est indigné contre le fait que l'Assemblée n'arrive pas à installer les membres du COS-LEPI, à désigner les membres du COS-LEPI. Et pour lui, le RAVIP, c'est une combine pour pouvoir essayer d'amener le peuple à un vote électronique pour essayer de truquer les élections prochaines. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est dommage. Parce que nous avons fait de l'opposition dans ce pays. Moi, je suis donc du Parti de renouveau démocratique, du président Adrien Mouedi, vous le savez. Et le PRD a fait l'opposition pendant des années. Mais nous n'avons pas fait l'opposition de cette manière. Parce que quand vous faites l'opposition, vous faites ce qu'on appelle l'opposition constructive. C'est-à-dire que vous proposez également des solutions. C'est ça la vraie opposition. Aujourd'hui, quand c'est bon, dites que c'est bon. Parce qu'on parle donc de RAVIP. Et on parle donc de COS-LEPI. Je suis désolé de parler ainsi. Le président candidat Azanaï, il a quand même son représentant au Parlement. D'accord? À la personne donc de Guy Mitokwe. Et lui-même en personne, il est quand même resté au Parlement. Il sait très bien ce qu'il est en train de dire. Quand on dit le RAVIP, il ne faut pas confondre le RAVIP au COS-LEPI. C'est deux choses totalement différentes. Le RAVIP... Mais la loi est claire par rapport au c'est deux choses totalement différentes. Le RAVIP, c'est un recensement administratif qu'on est en train de faire. Et qui prend en compte tous les Béninois et aussi qui va prendre en compte les Béninois de l'extérieur. Et ça permet à un gouvernement d'avoir une vision claire sur le pays. Comment vous voulez développer un pays si vous ne maîtrisez même pas la démographie de votre pays? Et ça, là, c'est pas politique. Et c'est pour ça que, quand ils ont mis en place, que quand nous avons voté pour le RAVIP, nous avons dit qu'il y a deux branches. Il y a le volet purement opérationnel, où le politique n'est pas du tout dedans. C'est l'ANT, d'accord? Et avec les cadres donc de l'opérateur technologique qui s'occupe du recensement. Et que pour mieux faire maintenant, il faudrait qu'il y ait peut-être un regard des politiques. C'est pour ça que nous avons mis en place une autre structure qui est composée à la fois de la majorité parlementaire, de la minorité parlementaire et de l'exécutif pour juste faire la supervision. Juste là, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien à ce niveau. Le COS, et puis, ce n'est pas la même chose.
le COSLEPI est purement destiné aux élections. Mais le RAVIP n'est pas destiné aux élections. Ce qui pourrait se passer éventuellement, en tant qu'ancien président, pour ne pas dire président encore en exercice donc du COSLEPI, puisque le nouveau COS n'est pas encore installé, ce qui va se passer éventuellement, c'est que les résultats du RAVIP peuvent davantage aider le COSLEPI. Comment? Qu'est-ce qui dérange en fait? Il n'y a rien qui dérange à ce niveau. Parce que vous savez, quand nous parlons des élections, ce qui fait la force même du Béninois, ou le génie de notre pays, c'est que toutes les tendances s'asseyent autour d'une table pour voir ce qui va se passer au niveau de la liste électorale. Mais nous ne sommes pas encore à cette étape. Même si on doit à un moment donné, disons, qu'on veut même extraire du fichier national du RAVIP pour transposer au niveau du COSLEPI, le COSLEPI a déjà un fichier. On va juste faire un arrimage. Ce qui va faciliter les choses, parce que si nous prenons le fichier du COSLEPI, il y a pas mal de Béninois qui sont délaissés, qui n'ont pas pu faire le COSLEPI pour des raisons X ou Y. Mais le fait déjà que ces gens ont déjà leur carte d'identité RAVIP, ça leur donne déjà une certaine assurance. Ça veut dire que on peut demander à ces Béninois-là, allez vous arrimer à votre poste de vote, à votre lieu de vote. Et ça, c'est un travail qui se fait avec toutes les tendances. Les gens ne disent pas la vérité au peuple. On est dans un, je ne sais pas, on essaie donc de manipuler l'opinion nationale sur ce qui n'y est pas. C'est pour ça que, généralement, quand moi je parle, les gens écoutent. Et quand les gens écoutent, je n'ai pas souvent de contre-réponse par rapport à ce que je dis. Je vous donne un exemple typique. La dernière fois, j'étais à l'université. Je suis venu fortuitement à l'université et j'ai vu que les centrales, les syndicats de l'enseignement du supérieur étaient en assemblée générale. Ils étaient en assemblée générale pour enclencher une grève de 72 heures. Et le doyen m'appelle pour dire, mais voilà, c'est les leaders. Et j'en ai pris 2 parmi eux. Sans savoir que c'est ces 2-là que je prenais qui devaient se retrouver après sur le plateau pour lancer la grève. Mais je les ai tenus pendant 30 minutes, on a discuté. Ils n'ont pas pu me démontrer par A plus B que ce que je disais était faux. Mais moi, j'étais à ma grande surprise, j'ai vu le lendemain à la télévision que c'est eux qui étaient assis devant pour lancer la grève. J'ai dit, ben, mon Dieu, on est dans quel pays? Ça veut dire que, en fait, c'est une stratégie organisée. Je dis bien, c'est une stratégie organisée. Mais qui se fait aux dépens du peuple. Dans quel but? Voilà, belle question. Dans quel but? Vous savez d'où nous venons aujourd'hui. On sait surtout là où on va avec le PAG. Vous savez d'où nous venons. Parce que les nostalgiques, je dis bien les nostalgiques du FCBE ou des nostalgiques ou peut-être de soutien d'un certain candidat qui ont peut-être perdu les élections, aujourd'hui se mettent dans la danse peut-être pour empêcher le gouvernement en face de travailler. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de mettre le peuple au travail. Aujourd'hui, le Bénin doit se mettre au travail. Nous ne travaillons pas assez. Et nous revendiquons. Nous voulons la croissance, mais dans le même temps, nous voulons que la richesse soit partagée. Mais il faut produire d'abord que la richesse ne soit partagée. Il faut produire. Et vous ne pouvez pas dire à un gouvernement qui est là. Vous avez dit tout à l'heure, madame, qu'ils ont fait 2 ans. 2 ans, c'est largement insuffisant, moi, à mon avis, pour qu'on puisse jauger effectivement de l'efficacité d'un gouvernement. Surtout un gouvernement qui travaille avec méthode. Ce qui travaille avec méthode. Ce que nous n'avons jamais vu dans ce pays. Parce qu'on se lance dans des activités, on se lance dans les projets, et on se rend compte après, au bout du rouleau, que ces projets-là sont devenus donc des éléphants blancs. On n'évolue pas et on est dedans. Ou carrément, c'est un groupuscule d'individus qui se met tout à la poche, et on va continuer comme ça. Les temps ont changé, les données aussi, donc autant que... Ben, il faut que les Béninois comprennent que les temps ont changé. Et je crois qu'il y a pas mal de Béninois qui ont compris maintenant aujourd'hui. Il y a pas mal de... Les Béninois ne comprennent pas forcément les réformes du président Talon. Quel type de réforme que les gens ne comprennent pas? Les réformes, le guépissement, les Béninois ne comprennent pas ça parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui... Justement, c'est ça qui gêne. Vous savez, si tu dis, on peut beau donner 2 ans
à nos compatriotes pour dégager les voies publiques utilisées, ils ne vont pas bouger. Ils ne vont pas bouger. Vous êtes conscient vous-même que ce qui se passe par exemple à Glodjibé, ou ce qui se passe peut-être à Calavi aujourd'hui, où c'est vrai, les gens sont révoltés parce qu'on les a dégagés, mais quand vous analysez le dossier, vous allez vous rendre compte qu'en fait, que nous sommes victimes nous-mêmes de ce que nous avons semé. Et ce n'est même pas le gouvernement, puisque les tests sont là où les gens savaient que les gens ne devaient même pas s'installer à ces endroits-là. Depuis 1960, d'après ce que les gens disaient même. Et qu'au temps de Yaïboni, on a déjà pris des décisions dans ce sens. Parce qu'on avait tout politisé dans ce pays. Et pour des questions politiques, on remet à demain. On remet à demain, on remet à demain. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Nous ne pouvons pas continuer, pas tout mélanger sur le plan politique. Et c'est là où je salue le gouvernement Talon, qui a pris la mesure pour dire, nous allons arrêter avec la politisation, à la fois de notre administration. Et aujourd'hui, vous allez remarquer que l'administration n'est plus politisée comme là on veut pas le passé. Nous allons arrêter avec la politisation des concours. C'est ce qui se fait aujourd'hui également, où on est en train de tout centraliser au niveau donc, de l'office du bac. Que nous allons arrêter également bientôt avec l'achat de conscience de nos populations. C'est pour ça que nous, au niveau du Parlement, nous sommes en train de travailler aujourd'hui sur la charte des partis politiques et faire en sorte que les partis politiques soient financés, comme cela se fait dans la plupart des pays de la sous-région, soient financés par l'État. Et une fois que le financement est fait directement, ça veut dire qu'on n'aura pas des partis où il y a un leader qui a l'hégémonie, ou bien on est obligé d'investir de gros sous, ou bien on est obligé d'être corrompu parfois par ce que vous appelez souvent les bailleurs, ou bien les mains invisibles. Les télécommandes. Ou bien les télécommandes. On n'aurait plus besoin de tout ça là. Et là, le peuple va comprendre que c'est l'agent de l'État qui amène à ce que tel ou tel soit élu, avec des règles bien précises. C'est ça, c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Il faut que nous changeons complètement. Il faut que nous départissions donc des mauvaises habitudes. Donc le RAVIP, c'est bien, selon l'honorable. Le RAVIP, c'est une très bonne chose. Et je crois que tous, même celui qui dit que c'est une combine, il est en train de s'inscrire. Hein. Il a quand même besoin d'inscrire, parce que si vous ne vous inscrivez pas au RAVIP, on ne sait pas ce qui va se passer après. Vous vous rappelez un jour quand nous avons dit ici, au niveau donc de l'opposition d'alors, que le COS-LEPI, c'est un manchin. Et ça fait qu'on a empêché le grand nombre d'aller se faire inscrire au COS-LEPI. On en a eu pour notre compte à ce moment-là. On ne peut pas aujourd'hui, le RAVIP n'est pas politique. Le RAVIP, c'est pour tous les Béninois. Et je pense que ça elle-même l'INSAE aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut permettre à tous les Béninois d'aller se faire enregistrer au niveau du RAVIP pour tout au moins avoir leur carte d'identité. Les gens n'ont même pas les registres de naissance. Vous imaginez. Les registres de naissance pour les faire, c'est des problèmes. Et on vous dit, il y a une activité de grande envergure qui se fait et qui permet d'avoir demain la carte d'identité qui va vous suivre jusqu'à votre mort. Et vous allez dire que ce n'est pas une bonne chose si on ne veut pas politiser cette activité-là. Et voilà, la réalité. Ce qui gêne les uns les autres par rapport au RAVIP, c'est la non-installation du COS-LEPI. La Cour constitutionnelle a effectué une injonction exigeant au Parlement de désigner ses membres devant siéger au COS-LEPI. Jusqu'à ce jour, cela n'est pas fait en tant que Parlement. Qu'est-ce qui justifie cela? Là encore, le peuple a besoin de savoir. Parce que c'est vrai, la Cour constitutionnelle a rendu une décision intimement l'ordre au Parlement d'installer les membres du COS-LEPI, ce qui est normal. Le bureau de l'Assemblée, d'abord au niveau de la conférence des présidents, a pris acte de cette décision. Et vous savez, nous sommes dans un régime où chaque institution joue sa partition. D'accord? La Cour va jouer sa partition, le Parlement joue également sa partition. Le Parlement, c'est une institution. Et que nous avons un mode de fonctionnement au niveau du Parlement. On ne prend pas les décisions sous pression. Même si on est en retard, comme on dit, la Cour l'a dit, la Cour a sommé l'Assemblée d'installer les membres du COS. Le président de l'Assemblée, un bon démocrate, et comme cela se fait au niveau du Parlement, a transmis le dossier au niveau de la commission des lois. Et il revient à la commission des lois de voir d'abord comment organiser la répartition des différents membres qui vont aller au niveau donc, du COS-LEPI. Donc, le dossier est transmis à la commission des lois.
Et la commission, aucune commission à l'Assemblée nationale ne travaille sous pression. Si vous voulez travailler sous pression, ça veut dire qu'il y aura un certain nombre de députés qui doivent demander ce que nous appelons donc la procédure d'urgence pour étudier le dossier. Mais on a quand l'impression que... Mais aucun député, y compris même... Non, mais aucun député, y compris même la majorité des députés de la minorité parlementaire qui se disent de l'opposition aujourd'hui, pourquoi ils n'ont pas demandé la lecture en procédure d'urgence? Ils ne l'ont pas fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas en porte-à-faux avec la Cour. Mais moi, je voulais revenir sur la réalité des faits. Aujourd'hui, la Cour demande qu'on installe. On va l'installer. Parce que j'ai dit, les décisions de la Cour sont sans recours et il faut les respecter. Le Parlement va les respecter. Le Parlement va installer bientôt les membres de la Cour constitutionnelle. Mais encore, du COSLEPI, plutôt les membres du COSLEPI. Mais encore que, si nous analysons très bien, ces membres vont faire quoi réellement? Parce qu'on ne peut pas déclencher sur le même territoire 2 grandes opérations de grande envergure. Parce que, déjà, le RAVIP est une grande opération qui se fait actuellement. Et le COS, quand on démarre les actifs du COS, c'est aussi une opération de grande envergure parce qu'il faut faire l'affichage des données. Il faut demander aux citoyens. Mais les opérations du COS sont prévues par la loi. Même si les opérations du COS sont prévues par la loi, l'exécutif a son agenda également et que l'exécutif ne peut pas attendre que le Parlement démarre les activités du COS et puis avant de lancer son programme d'activité également. Puis c'est eux qui font compte à rendre au peuple. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être très difficile de mener les 2 opérations au même moment. Et ça, c'est la réalité des faits. On va attendre de voir ce que ça va donner. C'est la réalité des faits. Et n'oubliez pas également que en faisant cette opération, quand nous installons le COSLEPI, c'est de l'argent. C'est de l'argent. C'est un budget qui va permettre de déterminer un certain nombre d'activités. Alors, pourquoi ne pas finaliser aujourd'hui ce qui se fait au niveau du RAVIP et voir maintenant, courant 2018, comment installer l'équipe qui va organiser les élections, à savoir le COS et la Sénat qui va, où les 2 institutions se mettent ensemble pour organiser les élections. C'est comme ça, la réalité des faits. Le peuple a besoin de savoir. Mais quand on ment au peuple, on dit, oh non, les députés là, ils ne respectent pas la Constitution. Où est-ce qu'on ne respecte pas la Constitution? Il y a la loi, il y a l'esprit de la loi aussi dont il faut en tenir compte. C'est ça la réalité du Bénin. Et c'est au Bénin que nous voyons toujours que les gens sont là comment on dit, on est toujours dans des supputations, des susceptibilités, alors qu'il faut regarder les choses loin. Nous avons une culture dans notre pays. C'est dommage. Honorable, nous allons parler un peu. Vous êtes du PRD, du Parti du Renouveau démocratique. Honorable Aguemon, comment se porte le PRD aujourd'hui? Le PRD se porte très bien. Vous avez vu notre dernier congrès passé, vous avez vu comment le congrès s'est passé. On a fait notre congrès et on a mis en place donc des nouveaux organes. On a reconduit notre président, le maître Adrien Ngouidji. De par son expérience, on l'a reconduit pour conduire encore les destinées donc, du PRD jusqu'à ce que nous nous retrouvons donc dans cette coalition, dans cette fusion de formation politique. Sinon, le PRD se porte après à merveille. Et nous allons donc parler de ces propos tenus par le président Ngouidji lors de la présentation des vœux des institutions de l'État. Des propos qui ont quand même suscité beaucoup de polémiques sur la toile, aussi bien sur le plan national qu'international. C'était un peu exagéré, honorable. Pourquoi vous dites que c'est exagéré? Vous savez, Maître Adrien Ngouidji est un très bon démocrate qui assume ses propos. Rappelez-vous, en 2006, quand il disait que le gouvernement Yaïbouni est un gouvernement ventilateur. Il n'a pas assumé, il a assumé en tant qu'opposant. Aujourd'hui, il est la 2e personnalité de l'État. Il maîtrise bien les réalités de l'État. Il a vu dans quelles conditions le régime passé a laissé le pouvoir. Il en est conscient. Et ce qu'il tient comme propos, c'est le propos d'un intellectuel, d'un cadre et aussi d'un acteur politique, pour ne pas dire d'un homme d'État qui sait très bien que ce qu'il a dit est réel. Pourquoi les gens sont gênés de dire qu'il ne doit pas tenir les Les populations sont surtout surprises parce qu'on sait que l'État n'était pas volontaire autant du président. Lorsqu'on dit lorsqu'on la lit ces thèmes-là et on comprend bien français, on a l'impression quand même que le président Ngouidji a manqué un tout petit peu de tact quand même, parce que le pays, on sait bien que le pays n'était pas à terre quand le président Talon a pris les rênes de notre pays. Vous pensez que le pays n'est pas à terre? Peut-être que c'est, je ne sais pas comment... On est dans le même pays. On est dans le même pays. On ne dit pas que le pays est totalement à terre, mais la réalité c'est quoi? C'est que quand même on a laissé un pays où il y a beaucoup de choses à revoir, où on est en train de tout repenser pratiquement. Un peu comme quand il a pris le pouvoir aussi, Il y avait des choses à revoir on aussi. est en train de tout repenser concrètement.
Soyons réalistes. Ne passons pas à côté des mots. Est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin n'est pas malade? Le Bénin est malade de son administration. Le Bénin est malade de son administration. Le Bénin est malade de ses cadres. Et ça, c'est clair. Jusqu'après 2 ans de gouvernance? Pas après 2 ans de gouvernance. Le Bénin, les problèmes étaient là depuis. Tout ce qu'on est en train de poser comme mot aujourd'hui, c'est des choses qui existaient. D'accord? Et le docteur national n'a pu rien y apporter comme remède? C'est qui le docteur national? Patrice Talon. Patrice Talon est en train de faire. Il est en train d'abord comment dire, de jeter les balises. Il a fait le diagnostic déjà. Et c'est à travers ce diagnostic qu'on se rend compte que le Bénin était malade, en réalité, quand nous ne savons pas. Mais il fallait faire avant de prendre le pouvoir. Tous les résultats des audits qu'on voit aujourd'hui, j'ai comme l'impression que les gens ont une certaine myopie, ils ne voient pas. Quand on vous dit que les gens ont détourné des milliards sur des milliards, vous pensez que c'est de l'amusement? Les gens se sont amusés avec l'argent de l'État. Les gens se sont réellement amusés avec l'argent de l'État. Les résultats, on vous dit que, par exemple, je donne l'exemple des frais de voyage. Mais quand on voyage sur 1 an, avec près de 17 milliards de francs CFA, et que pour le premier trimestre 2016, on a fait 4 milliards pour les frais de voyage dans un pays, dans ce même pays, et au même moment, nos jeunes n'ont pas d'emploi. Les jeunes ne travaillent pas, ils sont à la maison. Tout ça veut dire que sur 2015 à 2016, on a fait plus de 20 milliards pour les frais de voyage, pour ce petit pays-là. Nous avons la version de son pays. La version des choses, c'est pas une question de version, c'est le Parlement, c'est le parlementaire qui vous parle. Parce que moi, j'ai les documents, j'ai les preuves, on peut vous les amener. Si je ne raconte pas des bêtises, moi je suis un cadre du pays, je ne raconte pas n'importe quoi. C'est pour ça que quand je vais aller sur les plateaux, je sais toujours ce que je dis. Je dis, on est révolté. Quand on donne des milliards pour construire des logements sociaux pour les fonctionnaires de ce pays, et que les gens, les mêmes cadres de ce pays, vont aller construire des logements sociaux dans des brousses, des logements inhabitables aujourd'hui, et qu'on laisse tout ça là dans la brousse, c'est pas du gaspillage? Quand on prend l'argent de Marag l'État, on dit plus de 50 milliards pour Marag l'État, et qu'on veut donner de l'électricité dans ce pays, et que ça nous donne, on n'a rien produit, et qu'on nous dit aujourd'hui que c'est devenu un monument, qu'on ne peut plus récupérer, plus de 50 milliards, vous croyez que c'est pas révoltant? Il y a tellement beaucoup de choses qui révoltent. Si vous êtes au Parlement, vous allez vous rendre compte que ce pays est malade. Le pays est malade de ses cadres. Et qu'il faut repenser les choses. Il faut faire les choses autrement. Est-ce que vous, qui, je ne sais pas s'il y a des Porto-Novo parmi vous, est-ce que vous êtes fiers quand vous montez sur le pont de Porto-Novo et que vous voyez l'éléphant blanc du Parlement béninois là? Est-ce qu'on est fiers? Mais c'est quand même sous le même régime. Et les microcrédits non plus, n'en parlons plus. Les microcrédits qu'on a tout politisé. Et vous êtes dans ce même pays, on vous a dit, on organisait des concours. Et que les gens sont dans leur maison, les gens sont à Paris et leur nom se retrouve des listes pour rentrer dans l'administration béninoise. Et vous ne pensez pas que le Bénin est malade? Et on me dit des choses comme ça et vous pensez que ce qu'il dit est mauvais. Soyons réalistes. Je ne suis pas là pour critiquer le gouvernement. Yaïboni, je ne le ferai jamais non plus. Mais je fais sortir les résultats des diagnostics que nous avons vus au niveau du Parlement qui révoltent et que les jeunes de ce pays devaient être révoltés. Parce que c'est les jeunes qui cherchent du travail. Ce sont nos enfants qui cherchent du travail. Et que quelques minorités, je dis bien quelques minorités de fonctionnaires béninois s'accaparent de tout sous le couvert de la politique. Je dis bien quelques minorités, je parle des fonctionnaires, des cadres. Et que la grande partie, la majorité donc, du peuple, parce que les fonctionnaires, quand on parle des fonctionnaires, ils représentent combien? À peine 1% de la population ou 1,2% de la population. Et tout le monde veut avoir de l'argent. Et nous donnons plus de l'éducation à nos enfants. L'éducation complètement est banale. Tout le monde veut avoir de l'argent dans ce pays. Vous pouvez être en train de gagner 200 000 francs par mois et vous voulez dépenser dans le même mois 10 millions de francs CFA. On est dans quel pays? Il faut que ça change. Et quand le président Mouedi dit aujourd'hui, après le diagnostic, on se rend compte que le Bénin est vraiment fragilisé et que nous devons repenser les mentalités. Les gens sont gênés. Moi, je ne suis pas gêné. Un peu comme parfois, je dis, certains ont entendu le président américain Trump qui a traité les Africains de je ne sais pas... Pays de merde. Bon, et on est gêné. Pourquoi vous êtes gêné? Il est dans son état là-bas. Il n'a qu'à raconter ce qu'il veut. Il revient aux Africains de prouver que nous ne sommes pas des merdes et de travailler. Et c'est ce que nous demandons aux Béninois aujourd'hui. Les Béninois doivent se mettre au travail. Tous les Béninois, à tous les niveaux, doivent se mettre au travail pour que nous puissions développer ce pays. Nous voulons un État émergent. Nous avons la chance, la richesse d'avoir autour de nous le géant du Nigeria. Et on ne veut pas travailler. On ne veut pas produire. Et voilà un gouvernement
responsable qui arrive, qui dit, mettons fin à cela, mettons tout le monde au travail, faisons en sorte que tous les secteurs productifs du pays soient mis en branle pour que nous puissions atteindre, ne fût-ce que pour 2018 déjà, une croissance de 6%. Mais on se met en grève. Vous pensez que les grèves là vont développer le pays? Qu'on fasse des grèves ou pas, on va revenir discuter encore. Hein. Il faut tout dialoguer avec le gouvernement. Alors autant mieux dialoguer maintenant et se mettre au travail tout en dialoguant. Et c'est comme ça les Japonais en font. Quand on fait la grève dans ces pays-là, les gens mettent des bandeaux sur la tête. Ils viennent, ils mettent des bandeaux pour dire nous ne sommes pas contents. Mais ils travaillent. Mais ils travaillent. Moi j'ai vu ça à Bruxelles, en Belgique, à l'aéroport, où les gens sont mis des bandeaux, mais ils ont dit nous sommes en grève. Mais ici au Bénin, on arrête le travail. Et puis c'est qu'on fait l'arrêt du travail, on dit même arrêt sans service minimum. Ça veut dire quoi? Sans service minimum. Ça veut dire que vous mettez à mal le peuple en ce moment. C'est ça la réalité. Pourquoi pas qu'il y ait au moins tout au moins un service minimum? Et nous voulons atteindre l'émergence. Quand est-ce qu'on va atteindre l'émergence dans ce cas-là? Disons-nous la réalité. Je ne suis pas contre les grèves, au contraire. J'ai un sang un peu de syndicaliste. Puis j'en ai défendu plusieurs fois quand j'étais encore étudiant. Mais je dis aujourd'hui que nous avons besoin, quand vous sortez du Bénin, parfois on a un peu honte. Je dis, mais est-ce que nos cadres là, regardent comment les autres nations se développent? Pourquoi même nous n'allons pas nous développer? Vous avez vu le Ghana à côté? Hier, on avait les Ghanéens ici qui faisaient coco, qui faisaient le choubeka ici. Est-ce que vous en avez encore dans ce pays-là? Mais allez au Ghana, allez à Accra pour voir comment les gens se mettent au travail. Ils ne se mettent pas à faire la politique. Au Bénin, même le collégien, ou bien même le collégien, celui qui est au CM2, il est déjà politicien. 6e, n'en parlons plus. Tout le monde se met à la politique, à faire la politique. Quand est-ce qu'un pays va se développer? Il parle du président de la politique. Ben attendez, il faut... Changeons. Il veut contribuer au débat national. Non, changeons. Mettons déjà notre jeunesse au travail. Pour que les jeunes comprennent que ce n'est pas la sueur qu'on arrive à gagner de son pain. Je suis entièrement d'accord avec vous, honorable. Honorable Aguemon, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Nous allons quand même parler de l'éducation. Vous êtes justement vice-président de la commission éducation et affaires sociales. Vous allez me dire un peu le regard que vous portez actuellement, je dis bien, sur l'éducation nationale. Bon, hormis les grèves qui profilent à l'horizon, qui ont fait que bon, notre système éducatif a connu quand même, a eu un coup. Je pense qu'aujourd'hui, je veux d'abord remercier tous les enseignants, que ce soit donc du primaire, du secondaire, que les enseignants donc les universitaires, parce que les gens se sont mis réellement à la tâche. Et vous avez vu comment on a terminé l'année 2017. C'est une année qui a été terminée en beauté. C'est vrai que le gouvernement Talon a pris la mesure des choses pour changer un peu d'abord les mentalités, les comportements au niveau donc des différents secteurs de l'éducation. Et nous voyons qu'aujourd'hui, nous avons de bons résultats. J'espère que si nous mettons un peu les grèves de côté et qu'avec déjà les réformes qui se préparent au niveau du secteur de l'éducation, je crois que notre système éducatif va être bien relancé et que déjà on peut être fier de nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, moi, je suis un peu fier de mon enfant à la maison quand je vois ces résultats. De l'éducation, nous allons passer à la santé avant de mettre un thème à cette émission. Vous êtes acteur du secteur sanitaire. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur la gestion du secteur sanitaire par le régime du président Patrice Talon, quand même nous avons la présence de certains virus dans le pays? Oui. En tant qu'acteur du système sanitaire, vous savez que je suis professeur de santé publique. Hein. Tout à fait. Donc ça veut dire que je suis au parfum de comment notre système sanitaire est géré. Je peux vous dire que notre système sanitaire n'est pas trop performant. Notre système sanitaire n'est pas performant parce que ce système souffre d'un certain nombre de tares qu'il faut rapidement corriger. Et d'abord, les premiers problèmes, c'est que, bon, le plateau technique pose problème. Nous avons des difficultés. Les agents de santé travaillent dans de très très mauvaises conditions. Je dis bien dans de très très mauvaises conditions. Parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs, c'est-à-dire pour soigner convenablement donc les malades. Première chose. Deuxième chose,
savez, pour qu'un système sanitaire fonctionne également, il faut que dans le pays, qu'il y ait un régime d'assurance maladie efficace. Il faut qu'il y ait un régime d'assurance maladie efficace. Ce que nous n'avons pas encore aujourd'hui, l'assurance maladie est limitée à un groupe de fonctionnaires. Ça veut dire que la majorité des Béninois n'ont pas assez réellement aux soins de santé. Et ça c'est également un problème. C'est pour ça que je félicite vraiment le gouvernement Talon qui a mis en place le programme H, c'est-à-dire l'assurance pour le renforcement donc, du capital humain, qui est un vaste programme qui va prendre corps d'ici fin 2018, d'après les prévisions que j'ai entendues. Et que si ce programme, qui est un programme intégré à la fois avec les microcrédits aux plus pauvres, et qui permet de prendre en compte même les plus pauvres. Je ne dis pas les pauvres, j'ai dit les plus pauvres. Ça veut dire que ça prend en compte un grand nombre. Et c'est là où le RAVI pourra jouer son rôle à jouer, parce qu'il faut identifier les gens pour savoir comment on peut octroyer l'assurance maladie à ces gens-là. Donc si on arrive à réussir ce programme H, comme ils le promettent, on peut améliorer notre système sanitaire, sans oublier qu'il faut augmenter les hôpitaux. Nous n'avons pas aujourd'hui un hôpital de référence au Bénin. Et c'est dommage. Sur plus de 40 ans d'indépendance, plus de 30 ans passés, nous n'avons pas un hôpital digne. Le CHU n'est plus un hôpital réellement de référence aujourd'hui. Parce que le plateau technique au niveau du CHU n'est pas bon. C'est pas bon. Je le dis, parce que je le vis tous les jours. Et je crois qu'aujourd'hui, le gouvernement est conscient de ce fait. Et je suis sûr qu'ils feront quelque chose pour qu'on ait aujourd'hui un hôpital de référence. Ça va nous permettre donc de freiner un peu aussi les évacuations sanitaires qui coûtent excessivement cher. Excessivement cher pour le gouvernement. Pour le pays. Pas pour le gouvernement, mais pour l'autre pays, justement. Ça coûte excessivement cher pour notre pays. Et je crois que c'est ce que je peux dire par rapport à notre système sanitaire, sans oublier bien évidemment qu'il faut améliorer aussi le statut des agents de santé. Et je me bats pour ça. Merci à vous, merci honorable. À vous, honorable Badirou Aguemon. Vous avez un mot de fin, meilleur vœu? Un mot de fin, c'est d'abord de remercier les téléspectateurs, à nouveau les téléspectateurs donc des AS TV, et souhaiter quand même mes meilleurs vœux pour le peuple béninois, que 2018 soit effectivement pour nous une année de prospérité, comme l'a dit le chef de l'État, et souhaiter également un meilleur vœu au chef de l'État et à son gouvernement, sans oublier bien sûr mes collègues parlementaires de l'Assemblée nationale, et sans oublier aussi tout le plateau technique des AS TV. Je vous remercie. Merci. À vous, honorable Badirou. Je rappelle que Badirou Aguemon, vous êtes professeur d'université. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir et surtout à nous entretenir avec vous. Vous êtes donc honorable député à l'Assemblée nationale. Vous êtes le vice-président de la commission éducation, affaires sociales et emploi. Nous sommes revenus sur les sujets d'actualité qui agitent l'opinion nationale. Nous allons retenir de cet entretien que le pays est malade et il faut effectivement repenser les mentalités. Vous avez également dit que le budget 2018 voté au Parlement est un budget purement social et vous avez eu beaucoup de plaisir, vous êtes donc très fiers d'avoir voté ce budget. Vous avez également dit qu'il faut revoir l'état sanitaire du pays, il faut un régime d'assurance maladie efficace et le gouvernement est à féliciter et sera beaucoup plus félicité s'il arrive à réussir donc le programme H, l'assurance pour le renforcement du capital humain. Merci à vous d'être passé sur notre plateau. Kader Achirou, merci. Très bon dimanche à vous. Au revoir, portez-vous bien.